Lutte contre la famine en République démocratique du Congo et la sous-alimentation, l'épouse du président honoraire de la RDC apporte sa pierre à l'édifice depuis sa ferme de Kashamata. Elle appelle les pouvoirs publics à plus d'actions en faveur des producteurs et cultivateurs locaux. En appel, la haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort contre le responsable du mouvement rebelle allié du M23 AFC, Corneille Nangaa, et ses complices. Le verdict est tombé jeudi. Et puis la France traverse une crise politique profonde qui plonge le pays dans une grande incertitude après avoir accepté la démission de son Premier ministre dont le gouvernement a été censuré par l'Assemblée. Le président Emmanuel Macron a pris la parole pour assurer quant à la nomination d'un prochain Premier ministre. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Débutons par cette nouvelle, l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, apporte sa pierre à l'édifice de la lutte contre la famine et la sous-alimentation. Depuis sa ferme de Kashamata, dans la province du Haut-Katanga, elle appelle le pouvoir public à soutenir les producteurs et cultivateurs locaux. 250 millions de personnes en Afrique souffrent de la faim ou de la malnutrition avec des conséquences dramatiques. La ferme Espoir a été créée dans le but d'aider à résoudre cette équation. Ici, dans le Haut-Katanga, dans la ferme de Kashamata, Marie-Olive Lembe Kabila fait le tour du propriétaire. L'inspection nous amène au champ de maïs. La richesse du sol et des soins quotidiens en produit des résultats remarquables. Plus loin, un poulailler. Des poussins âgés de 23 jours élevés dans les normes requises. Gérer fait partie aussi de la science. Il faut vraiment apprendre à gérer. Beaucoup de persévérance et puis il faut beaucoup d'amour pour tout. En tout et pour tout, mais seulement pour des activités comme celle-ci, il faut apprendre à gérer. Ils sont nombreux, ces Congolais qui se battent avec leurs propres moyens, à l'instar de Marie-Olive Lembe Kabila. Mama Waro plaide en faveur des cultivateurs et éleveurs locaux. C'est vrai que pour nous, c'est une passion. Nous essayons de tenir comme nous pouvons. Mais il n'y a pas beaucoup de soutien de notre gouvernement qui aide les producteurs locaux. C'est comme ça que vous constaterez qu'il y a beaucoup trop d'importations dans la consommation des Congolais. Oui. Bon, nous personnellement, nous le faisons parce que nous avons les soucis de bien participer à la vie et surtout dans la bonne santé de nos compatriotes. Aucun État au monde ne peut à lui seul nourrir toute une population. Le soutien du pouvoir public aux producteurs privés et locaux reste la voie royale à suivre. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a annoncé les dispositions prises après le verdict en appel du procès Nangaa, parmi lesquels l'exécution immédiate de la peine de mort contre les 5 condamnés présents à Kinshasa, le lancement immédiat des mandats d'arrêt internationaux contre Corneille Nangaa et ses affidés et aussi la vente aux enchères des biens, meubles et immeubles des condamnés Nangaa et complices pour indemniser notamment les victimes de l'agression rwandaise. On l'écoute. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également
a lancé de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Et puis en santé, des investigations sont en cours pour déterminer les causes d'une épidémie meurtrière dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale lors d'un point de presse sur la situation de cette maladie le Mpox. Le ministre de la Santé a fait savoir que cette maladie ressemble à la grippe avec comme symptômes la fièvre, la toux, le nez qui coule, l'anémie, les maux de tête et les courbatures. Il a été constaté que on a signalé plus ou moins 382 cas de ce phénomène et caractérisé par, premièrement, la fièvre, deuxièmement, la toux, troisièmement, le nez qui coule, ce qu'on appelle la rhinorrhée, et quatrièmement, des maux de tête et des courbatures. Donc vraiment un syndrome qui ressemble à un syndrome de grippe. Et avec, pour certains enfants et pour certaines personnes qui sont décédées, une détresse respiratoire, donc des difficultés à respirer qui surviennent suite à cette grippe. Nous sommes en alerte maximale. Dès que nous avons eu l'alerte, l'équipe est partie. Et nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à une épidémie. Nous avons tout. Nous avons une protection contre les infections, nous avons un médicament, mais il nous faut faire le diagnostic. On ne peut pas commencer à distribuer les médicaments en disant « Ok, on va donner les antibiotiques à tout le monde, on va vacciner tout le monde », sans d'abord faire le diagnostic. À l'Assemblée nationale, mise sur pied par la plénière suite à une motion d'information du député national Matata Mponyo, la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a présenté son rapport au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à qui elle a réservé la primeur avant d'en faire la présentation en plénière. Le député national Matata Mponyo, président de cette commission qui conduisait cette délégation, a présenté succinctement les grandes lignes de leur rapport articulé autour des 3 axes majeurs, à savoir les facteurs causaux aggravants et contraignants de l'insalubrité, des constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville de Kinshasa, les actions prioritaires et objectifs stratégiques, enfin les recommandations et politiques d'atténuation et d'éradication. À l'issue de cette mission, 3 ensembles des propositions, des recommandations ont été mises en place en termes d'actions ou mesures de politique publique. Il s'agit des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. Les détails de ce rapport seront communiqués en plénière devant les élus nationaux qui auront la charge d'adopter la proposition globale de la Chambre basse face à ce fléau. La population quinoise en particulier doit savoir que les responsables de ce pays s'occupent de cette question, sont très sensibles aux problèmes d'insalubrité, aux problèmes de constructions anarchiques, aux problèmes des embouteillages. Nous rassurons la population que cette question sera prise en charge à la fois par non seulement l'Assemblée nationale, mais l'exécutif ainsi que la présidence. Il s'y est de souligner que la problématique liée à l'insalubrité, aux constructions anarchiques et aux embouteillages dans la ville de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays dépasse le cadre des simples désordres urbains jusqu'à constituer une véritable question de sécurité nationale, car touchant directement la vie des masses. Le ministre de la Défense de la République de Zambie, Ambrose Luji, et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, ont co-présidé une réunion de consultation à Ndola, dans la province de Copperbelt, en Zambie. Il s'agit de statuer sur l'incendie de frontières survenu le dimanche 1er décembre au niveau de Lukangaba. Les consultations entre le gouvernement des 2 pays ont commencé par une descente sur les lieux des incidents à la frontière pour une reconstitution des faits. Ce sont des technocrates zambiens et congolais qui ont été dépêchés au niveau de Lukangaba, non loin de Sakanya. Ensuite, Ndola, le chef de délégation des 2 parties, se sont retrouvés à huis clos pour passer au peigne fin cet incident des frontières qui a entraîné la mort d'un militaire dans les rangs zambiens, tandis qu'un militaire congolais a été grièvement blessé.
Et puis s'en sont suivis des longs échanges sous la direction du ministre zambien de la Défense, Ambrose Lufuma, et le vice-premier ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, sur base des données fournies par les experts. C'est ainsi que les deux parties ont condamné cette bavure des frontières et cette perte en vie humaine survenue le dimanche 1er décembre. Le chef de délégation se sont engagés à travailler pour que pareille bavure ne se reproduise plus à la frontière des deux pays frères et amis. Ambrose Luigi Lufuma a rappelé que les Congolais et les Zambiens sont un même peuple. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, aux côtés du vice-premier ministre et ministre de la Défense, Guy Kabongo Mwadjanvita, et du gouverneur Jacques Kabula-Katwe du Haut-Katanga, a souligné qu'il était temps de mettre en application les résolutions de la 13e session mixte Défense et Sécurité, République démocratique du Congo, Zambie, portant notamment sur la démarcation des frontières. Le gouvernement de la République démocratique du Congo profite de cette occasion pour nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. Et tout naturellement, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présenté les condoléances de la République à la famille éplorée. En conclusion, une commission constituée d'experts des deux pays va approfondir les enquêtes par une descente sur les lieux du drame pour que toute la lumière soit faite et que les relations de bon voisinage soient encore et toujours privilégiées. Poursuivons ce journal pendant ce temps, désigné président du caucus des présidents des assemblées provinciales de la RDC lors du 11e sommet de la conférence des gouverneurs. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo, est de retour dans sa chère province. Un chaleureux accueil lui avait été réservé par les personnels de l'organe délibérant de la province. Reportage. Cris de joie et des sifflets, embrassades et accolades, c'est l'ambiance qui a réuni mercredi au siège de l'Assemblée provinciale du Congo central. La cause, c'est le retour du président Papi Mantezolo après avoir passé 2 semaines en dehors de la province et sa désignation à la tête du caucus des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Surpris par cet accueil, les députés provinciaux n'ont pas cessé de remercier tous les agents de l'Assemblée provinciale du Congo central pour l'amour manifesté à son égard. Papi Mantezolo a par ailleurs remercié le président de la République Félix Tshisekedi pour avoir insisté sur la présence des présidents des assemblées provinciales à la conférence des gouverneurs. Nous saluons le chef de l'État qui, dans le cadre de minimiser les instabilités des provinces, a pensé que la première institution qui est l'Assemblée provinciale devrait commencer à participer dans les réunions des conférences des gouverneurs, parce que ce n'est pas quand même logique que le gouverneur puisse se réunir et sans pourtant qu'on puisse associer les présidents. Bien que la loi ait déjà prévu que ce soit que le gouverneur, et d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons souhaité qu'il y ait une révision constitutionnelle pour permettre au président des assemblées provinciales de prendre part dans ces forums qui nécessairement devaient résoudre les problèmes respectifs de nos provinces. Je voulais noter ici que je ne suis pas le chef des autres collègues présidents. Je représente le président de toutes les assemblées provinciales de notre pays. À ce titre, c'est moi qui pouvais, si vous voulez, l'interface vis-à-vis des tiers. Après s'être revenu sur les circonstances qui ont amené ses pairs à l'élire président du caucus malgré l'absence de sa candidature, ce dernier a annoncé l'organisation de première plénière des présidents des assemblées provinciales de la RDC à Matadi du 27 au 30 janvier 2025. Et puis le parti Chera Fifi Masuka Saini, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, s'est prononcé sur le débat du changement de la constitution voulu par le président de la République. Dans une matinée politique, la Ligue des jeunes du parti a exprimé sa position de se ranger derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, manifestée par son autorité morale, Fifi Masuka, notamment dans les réformes de la constitution et qui sera adaptée aux réalités des Congolais.
La Ligue nationale de jeunes du parti FIDEC, entendez, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti cher à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, se dit favorable au changement de la constitution initié par le président de la République. Cette position a été exprimée au cours d'une matinée politique organisée dans son siège national à Kinshasa. Son président national, Mardochine Nsele, qui a mobilisé pour cette fin, est revenu sur les raisons de cette prise de position. Le projet de changement de la Constitution est très important pour nous parce que nous avons vu que c'était quelque chose qui nous a été imposé et qui ne concorde pas avec la réalité congolaise. Le chef d'État l'a soulevé et c'était aussi notre souci. Nous sommes d'accord que cela aille jusqu'au bout. C'est pourquoi nous soutenons cela à travers déjà la position de notre autorité morale, Masuka Saini. Mardochine Nsele a également évoqué les stratégies mises en place pour faire adhérer plus de monde à cette idéologie. Nous aurons un temps, n'est-ce pas, avec tout le groupe de la communication de notre parti ainsi que la jeunesse, nous allons nous organiser pour vulgariser les raisons qui concordent avec celles du président public Félix Tshisekedi, afin que la population le comprenne dans toutes les langues. Et nous avons que ce référendum ne soit pas un référendum de conscience achetée. Mais nous voulons que le peuple qui n'écoute pas le français, qui écoute le Tsholuba, soit en mesure de comprendre les raisons du changement de la Constitution. FIDEC, qui fait partie de la plateforme Union Sacrée de la Nation, se range donc derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la refondation de l'État à travers la révision ou le changement de la Constitution. Continuer à faire la promotion dans un cadre d'échange et de redevabilité entre le projet TRID et les acteurs étatiques du niveau national, provincial et territorial afin d'assurer un engagement politique des acteurs clés. C'est en tout cas l'objectif d'une réunion du comité de pilotage du programme TRID tenu dans la ville de Bukavu en présence du directeur Oaïs Dezoar en République démocratique du Congo. Joseph Amani. Autour d'une table, il a été l'occasion pour les acteurs étatiques au niveau national, provincial et territorial des provinces du Nord et Sud Kivu, ainsi que les acteurs des organisations ZOA, VNGI et Agritera pour évaluer l'état de mise en œuvre des récentes recommandations du comité de pilotage du projet TRID. Ceci afin d'améliorer la compréhension du fonctionnement et les stratégies d'intervention de ces projets implantés au Nord et au Sud Kivu. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement national, provincial et au consortium d'exécution, parmi lesquelles la clarification de l'alignement du programme TRID au plan de développement de ces deux provinces précitées. À en croire Timothée Rukundo, directeur pays des ZOA en RDC, plusieurs réalisations ont été observées dans les zones d'exécution du programme TRID. Il insiste sur l'accompagnement du gouvernement congolais pour aboutir aux résultats assignés. Nous avons pu faciliter l'accès à la terre à travers les contrats de météage. Et là, nous travaillons avec les cadastres agricoles. Il y a des contrats de météage de longue durée où nous facilitons l'accès à la terre aux paysans agricoles. Et là, ils ont des contrats de météage de minimum 3 ans, de maximum 5 ans. Il y a aussi les questions environnementales, comme vous l'avez vu dans la présentation. Et nous sommes en train d'appuyer au niveau local la mise en place des infrastructures agricoles, mais aussi des ponts pour faciliter aussi le transport des produits du champ vers le marché. Il y a aussi des questions de bonne gouvernance dans les coopératives pour accroître la réussite des chaînes de valeur. Présent à ces assises, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, salue la tenue de cette réunion pour faire avancer ce programme. Il a surtout insisté sur la nécessité d'explorer les avancées et relever les défis. Ensemble, explorons les avancées réalisées, les défis à relever et les opportunités qui s'offrent à nous. Votre expertise, vos idées seront cruciales pour garantir le succès des TRID. Le programme Transition pour le développement inclusif de l'Est de la RDC est opérationnel pour les comptes du Sud Kivu dans les territoires de Kalehe, Uvira, Eidjui et Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, au Nord Kivu. Il est financé par les royaumes des Pays-Bas. Dans le cadre du projet STEP, le secrétariat du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a organisé 2 grands ateliers de diffusion des outils de protection sociale, d'abord avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les hauts fonctionnaires et cadres de l'administration publique en vue de contribuer au renforcement du système national de protection sociale. Bellarmin Catalaï.
Et puis pour terminer, en France, au lendemain d'une censure historique contre le gouvernement Barnier qui est censé expédier les affaires courantes, le président de la République Emmanuel Macron s'est prononcé hier, jeudi, répétant son intention d'accomplir son mandat jusqu'à son terme malgré plusieurs appels à sa démission. Emmanuel Macron a par la même occasion annoncé la nomination dans les tout prochains jours d'un nouveau Premier ministre. On l'écoute dans cet extrait choisi par Sarah Tanguy. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain. Et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. C'est beaucoup plus confortable. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Je le chargerai de former un gouvernement d'intérêt général, représentant toutes les forces politiques d'un arc de gouvernement qui puisse y participer ou à tout le moins qui s'engage à ne pas le censurer. Le Premier ministre aura à mener ses consultations et former un gouvernement resserré à votre service. Sa priorité sera le budget. Une loi spéciale sera à déposer avant la mi-décembre au Parlement et cette loi temporaire permettra, comme c'est prévu d'ailleurs par notre Constitution, la continuité des services publics et de la vie du pays. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. C'est pourquoi le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions, c'est celui de notre nation. On va prendre les rappels des titres à présent. Lutte contre la famine en République démocratique du Congo et la sous-alimentation. L'épouse du président honoraire de la RDC apporte sa pierre à l'édifice depuis sa ferme de Kachamata. Elle appelle les pouvoirs publics à plus d'actions en faveur des producteurs et cultivateurs locaux. En appel, la haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort contre le responsable du mouvement rebelle allié du M23 AFC, Corneille Nangaa, et ses complices. Le verdict est tombé jeudi. Et puis en France, la France traverse une crise politique profonde qui plonge le pays dans une grande incertitude. Après avoir accepté la démission de son Premier ministre dont le gouvernement a été censuré par l'Assemblée, le président Emmanuel Macron a pris la parole pour rassurer quant à la nomination dans les tout prochains jours d'un nouveau gouvernement. On va prendre à présent la revue de presse. C'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers l'RDC et dans le monde. Alors vous avez prévu 3 sujets pour aujourd'hui. Fête de fin d'année, Mukoko Samba face aux importations pour se rassurer des stocks des produits de première nécessité. Eh bien, Christian Kalonji, presque nous tendons déjà vers les fêtes de fin d'année. Il fallait que le ministre de l'économie nationale, Mukoko Samba, puisse faire le tour pour se rassurer si les stocks de produits de première nécessité y est vraiment. Nous commençons ce tour d'horizon, Christian, avec le journal Les Quotidiens qui rapporte que, revenant sur les décrets signés le 19 septembre par la première ministre Judith Suminwa portant suspension de la perception de la TVA et rabattement de taux de droits, taxes et redévances sur le produit alimentaire des premières nécessités, Daniel Mukoko Samba, qui est justement ministre de l'économie nationale, a rassuré ses hôtes de la poursuite de réformes engagées et que certaines parmi elles seront pérennisées. Christian, pour sa part, le journal Econews note dans ses colonnes intérieures quelques noms des importateurs tels que John Mwenda, qui est d'ailleurs le directeur général de la société Cobel, qui a d'ailleurs aussi eu de propos rassurants
intégrant, je cite Christian, nous avons fait savoir au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale et l'ensemble du gouvernement que tous les importateurs représentés lors de cette réunion ont des stocks importants dans leurs entrepôts. Et fin de citation, Christian, d'après Congo au Nouveau, Daniel Mukoko Samba clôturé cette rencontre en annonçant justement la tournée qu'il va effectuer au début de la semaine prochaine dans quelques entrepôts à Kinshasa pour se rendre compte qu'il y a suffisamment de stocks et que plutôt les décrets de la première ministre produisent des effets palpables. Et puis deuxième sujet, Constitution de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba tourne le dos à l'UDPS et opte pour la révision. Effectivement, Christian, nous retrouvons d'ailleurs cette information à la une du média en ligne wise.cd qui écrit « Constitution en République démocratique du Congo, le MLC suit le pas des sons maîtres ». Christian, le parti politique Mouvement pour la libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba, actuel vice-premier ministre en charge de transport en RDC, a dans une déclaration politique de ce jeudi 5 décembre 2024 réagi sur sa position après un long moment de silence sur les débats de la Constitution qui domine l'actualité et fait bouger les secteurs politiques et sociaux congolais. Christian, ce portail poursuit également que pour la famille politique du VPM de transport, cette initiative porteuse d'une transformation institutionnelle profonde s'inscrit dans la volonté de construire un État des droits forts et capable de répondre aux aspirations légitimes de la population congolaise. Cependant, il jure de demeurer fermement attaché à ses valeurs de justice, de développement et des souverainetés nationales. De l'autre côté, et Christian, le journal exclusif RDC pointe sur sa une rétropédalage de l'ex-seigneur de guerre des Guémena. Jean-Pierre Bemba passe de la révision au changement de la Constitution. Pour ce portail, Christian, le leader du MLC, vient de faire un rétropédalage à 180 degrés en l'espace de quelques heures. Un seul motif en bandoulière, préserver l'odeur de sainteté avec la fatifère. Toujours en parlant de la Constitution, Christian, qui est menacé de la révision ou du changement, le journal Le Maximum, pour sa part, révèle que même s'ils évoluent à s'unir pour faire face à la majorité au pouvoir, les acteurs politiques de l'opposition congolaise ne dorment pas sur leur laurier, à l'instar de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, qui multiplient les déclarations et tweets hostiles à toute modification ou changement constitutionnel. Un sujet qui défraie la chronique, on va le dire comme ça. Nathan, alors pour boucler la boucle, deuxième édition du Trophée Tombouama, le président de la République, Félix Tshisekedi, dans une catégorie hors pair. Exactement, Christian Kalonji, ce grand événement est attendu. C'est dimanche 8 décembre 2024. Nous retrouvons justement cette annonce au journal Forum des As qui rapporte que le président de la République sera bien sûr à l'honneur au fleuve Congo, tel à Kinshasa, lauréat de la deuxième édition du Trophée Tombouana. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, recevra les prix du grand bâtisseur que les comités d'organisateurs s'attendent à lui décerner pour les efforts qu'il déploie dans l'aménagement des infrastructures à travers le coin le plus reculé de la République démocratique du Congo. D'un média à un autre, Christian, le journal Africa News précise que selon les comités d'organisation du Trophée Tombouana, 5 catégories des prix seront à l'affiche lors de la soirée d'honneur. De ces 5, seul le prix du grand bâtisseur est hors catégorie, d'autant plus qu'il ne met pas en compétition son détenteur. Et pour le moment, renseigne Aimé Moutombo, qui est d'ailleurs aussi journaliste dans ce journal, c'est le prix dont les détenteurs est déjà connu. Pour le reste des catégories, les nominés et les lauréats seront connus sur place. Merci beaucoup Nathan de votre présentation. C'est moi que vous remercie, Christian. Voilà qui met fin complètement à ce journal. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.